Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire d'information sur les aides européennes dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Donc, juste une petite précision, on a désactivé l'ensemble des micros. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions directement dans le chat. Et à l'issue de cette présentation, nous prendrons un temps pour échanger sur les questions que vous vous posez. Voilà. Donc, je suis Samuel Blaiseau, directeur de l'instruction à la direction déléguée Europe, région Guadeloupe, autorité de gestion des fonds européens 2021-2027. Et je suis accompagné de Fabien Claquin, instructeur recherche et innovation. Voilà. Donc, une présentation assez succincte qui ne fait pas partie de cette présentation qui va être projetée. Donc, juste pour rappeler que les fonds de cohésion au niveau de la Commission européenne qui sont confiés à la France, c'est une enveloppe FEDER de 9,1 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Et au niveau du FSE+, c'est 6,7 milliards d'euros qui sont confiés à la France pour développer un certain nombre d'axes stratégiques qu'on va voir par la suite. Pour la région Guadeloupe, autorité de gestion, donc l'enveloppe que la Commission européenne nous confie sur la période 2021-2027 est de 639 millions d'euros. Juste pour rappel, sur la période précédente, 2014-2020, cette enveloppe était de 612 millions d'euros. Donc, le programme FEDER FSE+ 2021-2027 a été validé par la Commission européenne le 16 décembre 2022. Ça faisait à peu près 3 ans que la région Guadeloupe travaillait sur ce programme-là, avec des ateliers thématiques qui ont été organisés en septembre 2019. Une consultation du grand public qui a eu lieu courant 2020. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de définir les grandes lignes d'intervention des fonds européens pour le territoire de la Guadeloupe. Donc, notre programme 2021-2027 s'articule autour de 5 axes stratégiques. Donc, on a le premier point, c'est une Guadeloupe qui est plus intelligente, qui est plus compétitive, avec une enveloppe dédiée de 180 millions d'euros et qui vise à développer la compétitivité des entreprises, le secteur de la recherche et de l'innovation, qui va nous occuper ce matin, le développement d'outils d'ingénierie financière et également l'émergence de différentes plateformes de recherche et de transfert. Donc ça, c'est le premier objectif stratégique. Le deuxième objectif stratégique est une Guadeloupe qui est plus verte et à faible émission de carbone, donc avec une enveloppe dédiée de pratiquement 280 millions d'euros sur la période 2021-2027. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver des dispositifs de type efficacité énergétique, renforcement parasismique des structures publiques, de l'eau potable, de l'assainissement, de la mobilité douce et le développement de la biodiversité. Le troisième objectif stratégique, c'est une Guadeloupe qui est plus connectée avec l'amélioration de la mobilité. Donc là, c'est une enveloppe de 23 millions d'euros et c'est notamment la modernisation des investissements de l'aéroport Paul-Caraïbes. Le quatrième axe stratégique, c'est le FSE+, donc le Fonds social européen, le plus par rapport aux publics les plus éloignés de l'emploi, avec une enveloppe dédiée de pratiquement 90 millions d'euros. Et à l'intérieur, on va retrouver l'accompagnement à la création reprise d'entreprise, l'économie sociale et solidaire, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et le renforcement de la qualité et de l'efficacité de l'offre de formation. Et enfin, le dernier objectif stratégique, c'est une Guadeloupe plus proche des citoyens avec une enveloppe de 38 millions d'euros. Et là, on va être sur des dispositifs de mobilisation d'acteurs locaux autour de projets structurants. C'est notamment un axe stratégique fort qui sera porté par les EPCI. Donc voilà, à présent, nous allons démarrer la présentation. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous présenter cet objectif spécifique. Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire.
Alors, pour commencer, nous allons faire un petit état des lieux des constats qui ont été identifiés pour cette thématique. Alors, la Guadeloupe abrite l'un des dispositifs de recherche publique les plus importants des Outre-mer. L'écosystème de recherche et innovation est dense. Cet ensemble contribue à renforcer l'offre entreprise et recherche qui reste encore limitée et à encourager les dynamiques et partenariales. L'organisation en filière, cluster, pôle d'excellence, les démarches collectives inter-entreprises et la capacité à agir en réseau facilitent encore insuffisamment la pénétration des innovations. Alors, de ces constats ont été identifiés des besoins. 5 besoins sont présentés aujourd'hui. Le premier besoin est le renforcement de l'offre d'accompagnement à la création d'entreprises innovantes. Le deuxième besoin est le soutien à l'émergence de plateformes, recherche et transfert technologique ouvertes aux entreprises autour d'une gouvernance efficace et d'un business model solide. Ensuite, nous avons identifié l'accompagnement à l'installation de la technopole et soutien à la diffusion sur le territoire d'un référentiel qualité d'appui à l'innovation. Valorisation des compétences techniques et de recherche au bénéfice de l'innovation des entreprises. Et enfin, poursuivre les efforts déjà réalisés en cohérence avec le Fonds Horizon Europe, en renforçant les capacités de recherche et d'innovation. Alors, l'enveloppe dédiée pour la période 2021-2027 est de 48,1 millions d'euros pour répondre à l'objectif de développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation, ainsi que l'utilisation de technologies de pointe. Comme dans le programme précédent, le taux maximum d'intervention du FEDER est de 65% des dépenses éligibles, sous réserve des plafonds d'aide publique imposés par la réglementation du droit commun. Nous allons à présent revoir ensemble les actions qui sont soutenues dans la thématique recherche et innovation. Donc, soutenir les investissements matériels amortissables sur 5 à 10 ans, indispensables à la réalisation d'activités de recherche et développement et d'innovation. Soutenir la technologie par l'acquisition de licences technologiques et de savoir-faire techniques. Soutenir la construction ou la rénovation des bâtiments permettant le déploiement de plateformes technologiques ou scientifiques, pouvant notamment accueillir des entreprises partenaires ou clientes, en particulier dans le domaine de la santé. Soutenir le recours à des prestations de conseil et d'appui à l'innovation nécessaires à la mise en œuvre de programmes d'innovation directement liés aux activités de recherche et d'innovation. Soutenir le recours à du personnel hautement qualifié, techniciens et personnels d'appui à l'innovation, dès lors qu'ils sont employés par le projet lorsqu'il sera nécessaire à la mise en œuvre du programme d'innovation directement lié aux activités de recherche et d'innovation. Soutenir les projets collaboratifs compétitifs dans la mise en œuvre d'activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau. Et enfin, soutenir le montage et la gestion de projets collaboratifs de recherche et d'innovation compétitifs sur les outils ANR, Horizon Europe, en privilégiant les projets qui développent des solutions en faveur de la transition énergétique et écologique ou répondant à des problématiques environnementales et sanitaires. Soutenir les projets de recherche collaborative en vue d'un transfert de technologies et de la coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur. Alors, nous allons repasser en revue les critères de sélection. 5 critères sont identifiés. Le premier critère est leur inscription dans l'un des plusieurs domaines d'activité stratégiques de la S3 et les thématiques qui y sont afférentes. Leur caractère collaboratif, dimension partenariale, au moins 2 laboratoires, dimension pluridisciplinaire, au moins 2 thématiques scientifiques. Leur logique de recherche finalisée, potentiel de valorisation économique ou sociétale des résultats, inclusion d'un programme de travail dédié spécifiquement à la valorisation et au transfert des résultats en direction du monde économique. Le mode de sélection des projets de recherche et développement soutenus pourra s'appuyer sur des appels à projets thématiques recouvrant les thématiques de la S3. La sélection des projets et des candidatures s'appuiera sur une expertise scientifique indépendante des projets déposés.
Concernant les indicateurs, je crois que c'est mieux que tu vas… Alors, sur les indicateurs, effectivement, je vais particulièrement insister dans le sens où l'autorité de gestion région Guadeloupe doit rendre des comptes régulièrement à la Commission européenne sur l'état d'avancement du programme. Alors, cet état d'avancement, c'est de 2 points. C'est effectivement un état d'avancement financier, à savoir où est-ce qu'on en est de la programmation et de la certification des dépenses présentées à la Commission européenne. Et le deuxième reporting est un reporting qualitatif et quantitatif qui sont liés à des indicateurs de réalisation et du résultat. Donc, on a fixé, le programme fixe des cibles à l'horizon 2029 et ces cibles et l'ensemble des opérations visent à atteindre ces cibles précisées dans le programme. Alors, là, on va présenter les différents indicateurs. Alors, il faut bien savoir qu'il y a certains indicateurs en fait, qui sont communs à plusieurs objectifs spécifiques. Donc, effectivement, pour notre webinaire de ce jour sur la thématique recherche-innovation, les entreprises soutenues au moyen de subventions, par exemple, la cible de 156 est aussi alimentée par d'autres objectifs spécifiques, notamment sur la compétitivité des entreprises. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, donc pour reprendre sur les indicateurs, donc 4 indicateurs de réalisation, 2 indicateurs de résultat. Donc, au niveau de la réalisation, nous avons les entreprises bénéficiant d'un soutien avec une cible de 156, les entreprises soutenues au moyen de subventions avec une cible de 156, les organismes de recherche participant à des projets de recherche communs, une cible de 14, la valeur nominale des équipements pour la formation, la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé, avec une cible de 17,6 millions d'euros. En termes de résultats, 2 indicateurs. Un indicateur sur les investissements privés complétant un soutien public, dont les subventions, instruments financiers. La cible est de 27,9 millions d'euros. Et enfin, le dernier indicateur de résultat est le nombre de personnes bénéficiant d'infrastructures et d'équipements utiles à la formation au métier de la santé. La cible est de 3 256. Là, sur ce dernier indicateur, c'est notamment un projet phare, projet stratégique du programme sur la mise en place du campus santé. Alors, concernant l'éligibilité des dépenses, nous avons listé un certain nombre de dépenses éligibles. Elles reprennent celles qui étaient éligibles dans le programme précédent. Donc, par exemple, l'infrastructure aux investissements matériels, l'achat de terrain ou de biens immeubles, les dépenses de personnel, les dépenses directes de déplacement, de restauration et d'hébergement, les dépenses d'amortissement de biens neufs, les dépenses de location, les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance, les dépenses relatives au matériel d'occasion, les dépenses présentées sous la forme d'options coûts simplifiés. Alors, sur les dépenses éligibles, donc elles sont liées au décret d'éligibilité des dépenses qui est paru en avril 2022. Et donc, il y a quelque chose qu'on va activer de manière assez renforcée sur le programme 2021-2027, c'est notamment les options de coûts simplifiés. L'objectif, c'est vraiment de simplifier la procédure administrative, tant pour les porteurs de projets que pour l'autorité de gestion. Alors justement, sur ces options de coûts simplifiées, comme l'a dit Samuel, c'est vraiment d'alléger la charge administrative des bénéficiaires et des autorités de gestion et de réduire le taux d'erreur et apporter une attention accrue sur les réalisations et les résultats des projets. Cela est né du constat du programme précédent et grâce à ces options, nous allons tenter d'être plus efficaces dans à la fois la remontée et le traitement des remontées des dépenses. Alors, 2 formes sont envisageables dans le cadre des projets de recherche et d'innovation, le taux forfaitaire et les montants forfaitaires. Un atelier spécifique sera organisé concernant ces OCS, mais nous allons malgré tout vous détailler ces différents forfaits. L'objectif cherché donc par ces OCS est un temps de travail administratif réduit pour constituer la demande de paiement, un remboursement moins long des dépenses présentées et aussi moins d'écart entre la subvention programmée et la subvention versée. Alors, ces OCS vont intervenir tout au long du cycle du projet, du pré-dépôt jusqu'à la remontée de dépenses. Et votre serviteur, donc je serai là pour vous accompagner dans la bonne mise en place de ces OCS, à la fois
au moment du pré-projet, suite à la lecture et l'étude de votre plan de financement et des différents coûts, nous allons définir ensemble quels seront les coûts simplifiés les plus adaptés, et cela sera formalisé dans la demande de financement et puis conventionné. Et enfin, lors de la remontée de dépenses, nous reprendrons les OCS qui ont été sélectionnés, et mes collègues de la certification pourront justifier la remontée de dépenses en fonction de ces OCS. Donc, c'est vraiment un point important. Ils seront appliqués de façon pratiquement systématique sur l'ensemble des projets financés. Alors, pour résumer ces OCS, il y a 3 grandes catégories de dépenses: les frais de personnel, les autres frais de personnel et les dépenses indirectes. Et là-dessus, nous avons 6 OCS qui seront potentiellement applicables. L'étude sera faite au moment du pré-dépôt, et ensemble, nous choisirons finalement l'OCS le plus adapté en fonction de votre plan de financement, de la topologie du projet. Donc, il y a des taux forfaitaires plafonnés à 20% des coûts indirects pour des frais personnels, ou alors un barème de 1607 heures pour le calcul du personnel. Il y a également un OCS concernant les dépenses de mission qui vise à simplifier les remontées de dépenses sous forme de per diem. Et concernant les autres frais, il y a potentiellement un forfait de 40% qui pourrait être appliqué. Enfin, sur les dépenses indirectes, là, ça va reprendre finalement ce que nous utilisions dans le programme précédent. Un taux forfaitaire sera fixé à 25% des coûts directs moins les prestations externes, à condition que le projet s'inscrive bien dans le cadre de mise en œuvre des projets Horizon Europe. Tout cela sera discuté au moment du pré-dépôt et du dépôt. Voilà. Alors, concernant les modalités de dépôt, elles sont les mêmes. Donc, principalement pour la recherche, les appels à projets seront lancés par la région de Guadeloupe. Je pense par exemple à l'appel à projet Chlordécone qui a déjà été lancé. Et puis, finalement, des dépôts au fil de l'eau, notamment pour la poursuite et la finalisation des opérations phasées sur le 2014-2020. Donc, cela a déjà été lancé, des pré-dépôts ont été réalisés. Et une fois que la plateforme e-Synergie sera en ligne, les dépôts pourront être effectués de façon… Alors, un petit focus sur la plateforme Synergie, donc, qui est notre outil métier en fait, qui nous permet de réceptionner les dossiers, de les instruire, de les conventionner et de certifier les dépenses qui sont présentées. Donc, c'est un portail qui permet de… Donc, la nouvelle option pour de 21-26, c'est que la procédure sera entièrement dématérialisée, à savoir que vous devrez déposer vos demandes d'aide et de paiement sur le portail e-Synergie. Donc, la saisie directement en ligne, le rattachement des pièces. C'est un outil qui vous permet également de suivre l'état d'avancement de votre demande de subvention, de votre opération, mais également de votre demande de paiement. Donc, de la même manière, il y aura un webinaire spécifique qui va être mis en place pour l'utilisation et la manipulation de cet outil e-Synergie. Et donc, l'activation aura lieu courant février. Voici quelques points de vigilance proposés. Donc, les fonds européens interviennent en remboursement. Pour être éligible, une opération ne peut être physiquement achevée, travaux doivent être exceptionnés et payés avant la date de dépôt de la demande de subvention au titre du FEDER. Pour les dossiers relevant d'une activité économique, le dépôt de la demande de subvention doit intervenir avant tout engagement irrévocable, juridique, financier ou physique. Les règles de la commande publique doivent être respectées. Contrôle lors de l'instruction. Les autorités administratives doivent être obtenues, permis de construire, déclaration ICPE. Alors peut-être un petit rappel sur la commande publique. On va le voir. On va la voir tout à l'heure. Et enfin, donc voici la liste des contacts. Au niveau de la direction de la stratégie des interventions économiques, service recherche innovation. Donc la chef de service recherche innovation est Axel Desjardins. La chargée de mission recherche innovation est Sophie Larieux. La chargée de mission CSTI et sciences participatives est Nathanaël Blandi, avec une adresse générique app.recherche@regionguadeloupe.fr. Et au niveau de la direction déléguée Europe, donc je suis l'instructeur en charge de vos futurs dossiers. Et nous vous présentons l'adresse générique, donc projet avec un s-feder-fse@regionguadeloupe.fr.
Et toutes ces informations webinaires seront donc disponibles sur le site europe-guadeloupe.fr. Voilà. Alors, j'ai souhaité par la suite faire… il y a eu un webinaire spécifique hier sur le circuit d'un dossier européen. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu participer, mais je le rappelle quand même dans ce webinaire. Donc, je vais passer rapidement sur… parce qu'elles sont dupliquées. Donc, bien concevoir des conseils, bien concevoir votre projet en amont du dépôt. Donc, renseignez-vous bien sur les conditions d'éligibilité à une aide européenne. Prenez connaissance du programme. Il va être mis en ligne directement sur le site Europe en Guadeloupe, mais également le DOMO, à savoir le document de mise en œuvre, qui va fixer le cadre d'intervention détaillé des différents objectifs spécifiques du programme. Donc là, on va retrouver le type d'action éligible, le type de dépenses, les critères de sélection, les taux d'intervention, les indicateurs et des conseils pratiques sur la mobilisation des ECS, par exemple. Donc, juste pour rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, les financements européens n'ont pas vocation à subventionner du fonctionnement de structure, mais bien des projets qui sont clairement identifiés, qui sont estimés dans le temps, avec des objectifs et des moyens bien définis. Les financements européens interviennent en remboursement. Et pour les activités entrant dans un champ concurrentiel, aucune dépense ne peut être engagée avant le dépôt formalisé de la demande. C'est ce qu'on appelle le respect du principe d'incitativité. Toujours sur le volet conception du projet, savoir se poser les bonnes questions. Voilà, j'ai un projet, quelle est son étendue, ses limites, ses objectifs et les résultats que je souhaite obtenir grâce à cette opération. Pourquoi le projet est décisif à ma structure? Pourquoi j'ai besoin d'un financement de l'Union européenne pour ce projet-là? En quoi ça s'inscrit dans la stratégie européenne pour le territoire de la Guadeloupe? Quelle est sa valeur ajoutée pour le territoire? Quel type de management? Donc là, j'insiste particulièrement. Là, on rentre dans le cadre de la capacité administrative des porteurs de projets à suivre leur opération. Et la suivre, c'est du dépôt jusqu'à l'archivage, en prenant en compte toutes les étapes de remontée de dépenses, de suivi des indicateurs, de respect, d'anticipation des obligations conventionnelles et le volet également audit et contrôle. Quel type de méthodologie? Quel coût? Voilà. Quel coût total du projet? Quel type de dépenses vous avez besoin? Quelles ressources mobiliser sur ce projet-là? Et quelles contributions communautaires? Donc, sur un plan de financement, il peut y avoir des financements publics complémentaires, toujours dans la limite du taux maximum d'aide publique qui est fixé par les régimes d'aide. Les fonds européens interviennent en contrepartie de financements publics nationaux, que ce soit l'État, la région, le département ou d'autres collectivités. Donc, un conseil, prenez contact le plus tôt possible avec les cofinanceurs qui sont susceptibles de cofinancer l'opération. Sur le montage de la demande d'aide, les objectifs de votre projet doivent être smart, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et surtout situés dans le temps. Votre budget doit vraiment être réaliste. Les obligations contractuelles doivent être anticipées et si vous êtes et se poser la question de la soumission à la commande publique. Le dépôt, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de suivre en ligne vos opérations. L'instruction, donc une fois que le dossier est réceptionné, ça fait l'objet d'une complétude, à savoir qu'on s'assure que le dossier, on dispose de l'ensemble des pièces obligatoires qui nous permettent d'instruire et d'évaluer l'opération. Donc, vous recevez soit un accusé de dossier complet, soit un accusé de dossier incomplet, avec une demande de pièces complémentaires pour les 2 mois, plus 15 jours, plus 15 jours. Donc là, j'insiste vraiment sur l'accompagnement de l'instructeur à la complétude du dossier. L'objectif, c'est vraiment d'avoir dès le départ les dossiers les plus complets possibles. Ça facilitera l'instruction, la programmation et l'exécution.
Là, c'est des éléments que vous ne voyez pas forcément, c'est le travail d'instruction en fait, de Fabien, donc, qui va vérifier l'éligibilité de votre demande. Donc, ça rentre effectivement dans le cadre de la complétude, de l'opportunité de l'éligibilité du porteur de projet, sa capacité administrative, technique, professionnelle, financière à pouvoir mettre en œuvre cette opération. Il y a toute une appréciation également du volet indicateur, c'est-à-dire est-ce que les indicateurs que vous avez déposés, que vous prévoyez, est-ce qu'ils sont cohérents, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils ne sont pas trop gonflés par rapport à la réalité du périmètre de l'opération. Et enfin, l'opportunité du projet, c'est en quoi ce projet s'inscrit dans la stratégie du programme. L'étape après l'instruction, c'est la programmation. Donc, il y a un examen en pré-comité. Donc, c'est une instance réglementaire qui permet de s'assurer de l'éligibilité du porteur de projet, de l'éligibilité de l'opération, de l'éligibilité des dépenses qui sont présentées en programmation. Et ensuite, l'opération est présentée dans le cadre du comité régional unique de programmation, qui est une instance décisionnelle et qui va permettre d'obtenir un avis favorable ou défavorable. Enfin, la pièce maîtresse de la relation entre l'autorité de gestion et le bénéficiaire, c'est la convention attributive de l'aide. Elle fixe vos engagements, vos droits, des droits avenants, de prolongation, de modification du plan de financement avec des ventilations de dépenses et autres. La période de réalisation temporelle du projet. Sur ce point-là, je me permets d'insister, c'est-à-dire que votre opération est définie par une date de début d'exécution et une date de fin d'exécution. L'ensemble des dépenses retenues comme éligibles qui sont annexées à la convention et que vous allez réaliser doivent être comprises entre ces dates de début et de fin d'exécution de l'opération. Toutes les dépenses qui sont présentées en dehors ne sont pas éligibles. Et enfin, le volet indicateur qui fixe les cibles les cibles à atteindre sur cette opération et qui contribue au reporting à la commission. Sur la commande publique, donc, pas d'inquiétude, on va organiser un webinaire pour en février, la deuxième quinzaine de février, sur la commande publique. On va expliquer à l'ensemble des porteurs de projet en quoi ça consiste, si le porteur est soumis à la commande publique. Donc, il faut savoir que c'est une étape obligatoire, la régularité de la commande publique, une étape obligatoire pour l'autorité de gestion. Donc, la procédure de vérification du respect des règles de la commande publique doit être réalisée en amont de la programmation. Et ce, de façon à sécuriser au maximum le plan de financement qui sera programmé. Mais dans tous les cas, à la première demande de paiement, le contrôle doit être réalisé. Et ce contrôle intervient dans toute la durée de l'opération. Si vous avez des avenants qui prolongent des OS supplémentaires et ainsi de suite, à chaque fois, il faut informer le service instructeur de manière à ce qu'on puisse vérifier la régularité de la commande publique. Et est-ce que les règles de passation et d'exécution ont bien été respectées? Ça, c'était donc pour ceux qui sont soumis à la commande publique. Ceux qui ne sont pas soumis à la commande publique, donc il y a un principe qui est rappelé par les différents règlements, c'est que tout bénéficiaire de fonds européens, quelle que soit la nature juridique ou son statut, doit se doter d'une politique interne d'achat qui garantit la sélection des offres économiquement les plus avantageuses et doit justifier le caractère raisonnable des dépenses. Sur les demandes de paiement, donc vous êtes bénéficiaire d'une subvention européenne, vous avez la possibilité de solliciter une avance de maximum 20% sur présentation d'un justificatif de démarrage, un bon de commande signé, une facture, un acte d'engagement, ainsi de suite, un devis signé. La demande de paiement doit être cohérente, présenter des dépenses qui sont acquittées dans la période d'éligibilité des dépenses fixées dans la convention. Elle doit présenter des justificatifs de dépenses probants et être transmise à l'autorité de gestion via le portail e-Synergie. De la même manière, votre instructeur et le contrôleur qui est en charge de l'opération vous accompagnent dans l'utilisation de ces outils. Donc, l'objectif, c'est vraiment de recevoir des demandes de paiement complètes, comme pour les demandes d'aide. Donc, n'hésitez pas à solliciter le service instructeur pour vous accompagner dans la complétude de ces demandes d'aide.
Alors, une nouveauté par rapport au programme 2014-2020, c'est le délai de paiement. Donc, le délai de paiement était de 90 jours sur la période 2014-2020. Là, il passe à 80 jours. Alors, ce délai global de paiement, il court à compter du moment où la demande de paiement est complète. Donc, il y aura toute une procédure de complétude, de relance qui va suspendre ce délai global de paiement. D'où l'intérêt d'avoir, dès le départ, des demandes de paiement complètes. Comment est traitée votre demande de paiement? Donc, elle est transmise via e-Synergie. Elle fait l'objet d'un certificat de service fait, à savoir que le service en charge du contrôle va étudier et analyser l'ensemble des dépenses qui sont présentées. Est-ce qu'elles sont conformes avec ce qui a été programmé? Est-ce qu'elles sont justifiées par des pièces probantes? Est-ce qu'elles sont réellement acquittées par la structure? Et éventuellement, une visite sur place pourra être réalisée. Elle est obligatoire au solde. En revanche, nous allons mettre en place des visites sur place en cours de réalisation de manière à s'assurer que les opérations avancent correctement et que le bénéficiaire dispose de l'ensemble des pièces pour constituer sa demande de paiement. Une obligation réglementaire, c'est la publicité du cofinancement européen. Donc, tous les programmes européens, dans tous les programmes, chaque bénéficiaire de subventions européennes doit faire la publicité du cofinancement perçu. C'est un engagement contractuel qui est fixé dans les termes de la Convention. Il y a tout un guide disponible sur le site Europe en Guadeloupe sur les obligations qui sont liées à la publicité. Et enfin, l'ensemble de votre dossier et ses pièces doivent être conservés jusqu'en 2033. Alors ça, c'est pour… il y a deux principes. C'est effectivement, dès lors que le FEDER a financé des investissements, il y a le principe de pérennité, c'est-à-dire que l'investissement ne doit pas faire l'objet de modifications soit au bout de 5 ans, soit au bout de 10 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, même si une opération est payée, c'est-à-dire que le bénéficiaire est payé, l'autorité de gestion a fait remonter des dépenses à la Commission européenne, elle peut faire l'objet d'un audit et d'un contrôle. Et ces audits et ces contrôles vont reprendre toute l'instruction et toute la certification des dépenses qui ont été présentées à la Commission européenne. Donc, il y a un document qui est assez utile sur le site Europe en Guadeloupe, dans la rubrique Conseils pratiques. On a mis en place une fiche qui explique les différents contrôles, en quoi ils consistent et surtout comment les anticiper. Donc, c'est vraiment un outil pédagogique que je vous invite à consulter. Et enfin, là, sur cette dernière slide, ce sont les différents contacts FEDER-FSE par thématique. Donc, c'est toute l'équipe service instructeur avec une adresse générique commune, projet FEDER, projet-FEDER-FSE, région-guadeloupe.fr. Donc, merci à tous pour votre écoute. Donc là, je vous propose que l'on passe aux questions qui ont été posées dans le chat. Pour les porteurs de projets qui ont d'ores et déjà fait un pré-dépôt, effectivement, l'autorité de gestion, dans l'attente de la validation du programme, a activé en février 2021 une procédure de pré-dépôt. Donc, cette procédure de pré-dépôt avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de pouvoir identifier les futurs projets qui allaient être accompagnés éventuellement par le FEDER sous réserve de l'éligibilité et de validation du programme. Et le deuxième objectif, c'était le respect du principe d'incitativité et notamment pour les opérations et les opérateurs qui rentrent dans un champ concurrentiel. Ça permet de couvrir les dépenses à partir du pré-dépôt. L'étape suivante, donc une fois que le programme est validé là, au 16 décembre, que e-Synergie va être activé, vous allez déposer votre dossier. Vous allez joindre le pré-dépôt qui avait été réceptionné par l'autorité de gestion et en date de début de réalisation de l'opération, vous devrez indiquer la date à laquelle le pré-dépôt a été déposé, réceptionné.
Alors, concernant le soutien du réseau d'immigration, oui, il sera bien soutenu par ce programme. Et ce sera des éléments qui seront précisés dans le document de mise en œuvre. Concernant l'éligibilité des dépenses des équipements, ils seront bien éligibles dans ce programme. Alors là, je renvoie par rapport au dépôt des dossiers entre le fil de l'eau et l'appel à projet. L'objectif, effectivement, comme ça a été précisé tout à l'heure, c'est que le fil de l'eau va être principalement pour des opérations qui ont d'ores et déjà démarré sur la programmation 2014-2020, qui n'ont pas pu se poursuivre dans le temps réglementaire fixé par le programme, parce qu'il y a eu Covid, parce qu'il y a eu l'Ukraine, parce que voilà, il y a eu beaucoup de complications dans la bonne mise en œuvre d'opérations. Donc c'est vrai que le fil de l'eau, ça va être principalement pour ces opérations qui s'inscrivent dans tous les cas dans le programme 2021-2027 et qui répondent aux objectifs et aux résultats que l'on souhaite accompagner sur le 21-27. Par contre, effectivement, en termes autre modalité de dépôt, l'appel à projet qui sera travaillé par la région de Guadeloupe et qui sera lancé, permet de réguler les différentes opérations. Donc, ça va être un mode d'activation qui sera privilégié. Concernant les appels à projets seront thématiques. Concernant la liste des cofinanceurs susceptibles d'intervenir sur une opération, cette liste sera précisée dans le DOMO, le document de mise en œuvre. Alors, sur la mobilisation du cofinancement régional, effectivement, nous travaillons avec le service recherche-innovation pour définir les lignes de partage des financements Europe et des financements régionaux. Concernant le dépôt des dossiers, en décembre 2027, ça va être un petit peu compliqué, dans le sens où réglementairement, le programme s'exécute du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2027. Donc non, il ne sera pas possible de déposer un dossier en décembre 2027. Pour les équipements qui sont amortissables, bien sûr, ce sera la partie amortissable sur la durée du projet, donc à la date d'achat de l'équipement et puis amortissable sur les mois de mise en œuvre du projet. Alors, concernant l'atteinte de l'enveloppe financière globale, un programme sur la durée 2021-2027, il vit, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité en cours de chaque année en fait, de faire des modifications du programme.
Donc, ces modifications peuvent avoir un impact sur les maquettes financières, ça peut avoir un impact sur les actions éligibles, sur les taux d'intervention, mais également sur les indicateurs. Donc, il faut bien savoir que le programme est vivant et il s'adapte aux besoins du territoire. Alors, sur la liste des futurs appels à projets qui vont être lancés, elle sera publiée courant février sur le site Europe en Guadeloupe. C'est une obligation réglementaire nouvelle sur la période 2021-2027 de pouvoir communiquer à l'ensemble du public et l'ensemble des structures la liste des appels à projets qui seront lancés sur la programmation. C'est une liste prévisionnelle. Ça fixe les différentes thématiques, les calendriers prévisionnels et les enveloppes budgétaires prévues. Concernant l'acquittement des dépenses, donc effectivement, elles sont liées à la période d'exécution de l'opération. Alors, on va faire évoluer cette règle-là dans le sens où actuellement, la date de fin d'acquittement correspond à la date de fin d'exécution de l'opération. On va s'orienter vers une date de fin d'exécution plus 6 mois pour pouvoir acquitter les dépenses. Il n'y a plus d'autres questions, donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation active. Vous retrouverez l'ensemble de ce support et de cette vidéo sur le site Europe en Guadeloupe, mais également le document de mise en œuvre qui sera publié courant février. N'hésitez pas à solliciter le service instructeur pour répondre à toutes vos questions qui alimentent la réflexion et la bonne mise en œuvre du programme pour les prochaines années. Merci à tous. Merci à tous.